Petit message juste avant que ça ne commence, si vous aimez le contenu autour du monde militaire, sachez que cette vidéo a été faite en collaboration avec notre chaîne secondaire, Defense Insider, qui comme son nom l'indique traite de toutes les questions du monde de la défense, plus d'informations à la toute fin. La période que nous traversons est empreinte d'unité pour l'OTAN et la politique de défense européenne. Le conflit ukrainien en façade gommait les rivalités et les affrontements stratégiques pour certains membres de l'Alliance, ainsi que diminuer la visibilité des actions de souveraineté maritime en Méditerranée. Cette constatation nous semble particulièrement vraie dans le cas turc et plus précisément de son potentiel naval. Nous nous proposons donc de vous fournir notre analyse de l'évolution navale de la Turquie post-Covid et de son état actuel. Vous êtes peut-être au courant, mais nous avons sorti le dernier numéro de notre revue intitulée Les États-Unis, lutter pour l'hégémonie, où des experts tels que des écrivains, professeurs et associations de géopolitique reviennent tous sur les atouts de la puissance américaine, tels que les enjeux de la guerre économique sino-américaine, ou encore ses défis avec les stratégies adoptées pour faire face à l'expansionnisme chinois dans le Pacifique. Ne manquez pas ce numéro 100% numérique, c'est le premier lien en description. Un environnement contesté. La marine turque, même en étant membre de la plus puissante alliance navale du globe, évolue dans des conditions stratégiques et tactiques exigeantes. Il y a bien sûr l'éternel différend territorial avec la Grèce qui dimensionne son format et sa doctrine, les moyens engagés par Ankara étant supérieurs à ceux d'Athènes. Cet écart devient de plus en plus important sur la dernière décennie grâce à une base industrielle et technologique de défense dynamique et largement dopée à la dépense publique. La proximité avec la flotte grecque amènera en cas de conflit un affrontement court et extrêmement intense. Le profil de la mer Égée est propice au combat d'embuscade tout en étant sous la couverture aérienne à très faible préavis pour les deux belligérants. Les missiles anti-navires seraient rapidement apportés, la détection des unités militaires d'autant plus aisée au vu de la densité des capteurs régionaux et n'oublions pas le risque très élevé de dommages collatéraux. En effet, le trafic civil et commercial et touristique est tel que dans le cas même restreint d'une escarmouche navale, la probabilité de couler un navire civil ne pourrait être négligée. Ensuite vient le problème syrien qui est couplé aux relations avec la marine russe. Pendant des années, le transit de navires militaires chargés de munitions et de pétroliers civils russes via les détroits turcs a permis au régime syrien de survivre sous perfusion. La fermeture du Bosphore et des Dardanelles dès le début de l'invasion russe en Ukraine a simplifié d'une part la situation en limitant les transits via les eaux turques tout en obligeant Moscou à une forte élongation stratégique afin de garder une crédibilité en Médor face à l'OTAN. En l'occurrence, le transit de bâtiments de fort tonnage des classes Slava et Gorshkov depuis la flotte du Nord et du Pacifique. Les marins turcs sont donc passés d'une posture permissive à une attitude d'observation et de contrôle des mouvements, des entrées et sorties de Suez et Gibraltar. Pour le reste du Moyen-Orient, les Israéliens restent dans l'optique d'une défense de leurs intérêts proches et limitent les interactions avec la marine turque, pendant que les Égyptiens se positionnent comme les nouveaux rivaux stratégiques en utilisant la situation en Libye comme catalyseur. En effet, la politique du double discours menée par Ankara en Libye, avec d'une part une stabilisation par un effort militaire franc, et d'autre part par la déstabilisation en fournissant du matériel à des milices et en faisant transiter des mercenaires djihadistes déchus de leur position chez Daesh après 2015, ce qui a permis le renforcement du conflit avec le maréchal Haftar. Si vous couplez ceci avec les nouvelles revendications en termes d'eau territoriale et des zones économiques exclusives orchestrées par les Turcs via une politique du fait accompli, vous obtenez le parfait cocktail d'un conflit régional latent. Le point d'orgue reste l'intégration à l'OTAN où la marine turque est une participante active aux exercices internationaux et fait partie régulièrement des Standing NATO Maritime Group. Ces regroupements de 3 à 4 navires en Atlantique et en Méditerranée agissent comme des pompiers du front, capables de se déployer immédiatement en apportant une force de frappe suffisante pour prévenir ou dissuader des actions hostiles contre l'Alliance. Sa capacité à mobiliser de nombreux navires et à les déployer sur de longues durées fait de la marine turque le principal partenaire des Américains en Méditerranée qui, loin des dissensions entre Européens, réagissent mollement aux dérives de l'appareil militaire turc, désormais en lien direct avec l'AKP. On se souviendra de l'incident de l'illumination d'une FLF de la Marine nationale par 2 frégates d'Ankara, qui n'aura ému que les Français, et peut-être à minima les Grecs. Ce début d'hostilité marquera le début d'un épisode où Chypre se voit en position difficile face aux velléités du Mavivatan et trouvera un soutien auprès de la France.
S'ensuivra une période franche de tension entre marines grecques, françaises et turques dans une Médor chauffée à blanc lors d'un été 2020 où tout était possible. Une flotte crédible. Les chantiers navals turcs ayant acquis par le truchement des productions sous licence une véritable expertise, le futur les verra faire cavalier seul grâce à la volonté politique de Recep Tayyip Erdoğan. Le changement de stratégie avec le Mavi Vatan, à savoir la patrie bleue, autrement dit le renforcement de la présence en haute mer afin d'étendre les intérêts turcs et supprimer la Grèce de l'équation tout en mettant au pied du mur les puissances riveraines. Tout d'abord, ces forces sous-marines. Basées sur une douzaine de SSK type 209, 1200 et 1400 vieillissants, mais maintenus à jour par l'industrie locale comme dernièrement avec de nouveaux leurres anti-torpilles. L'avenir de cette force passe par la construction sous licence de 6 sous-marins type 214. Ce programme, d'un coût de 2,5 milliards d'euros, a permis à ThyssenKrupp Marine Systems de se placer avantageusement tout en ayant déjà vendu le même modèle à la Grèce. Pour l'instant, une seule unité, le Piri Rice, a été admis au service actif. La seconde, le TCG Easy Rice, fut lancée le 23 mai 2022. Pour plus de détails, je vous renvoie à notre précédente vidéo sur le duel en mer Égée sur la chaîne Défense Insider. Les forces de surface de la marine turque sont centrées sur deux types de frégates. 8 classes Gabia, version locale des Oliver Hazard Perry américaines, optimisées pour la défense antiaérienne et qui ont déjà démontré leur endurance dans le cadre de la crise libyenne. En effet, leur déploiement en faveur du gouvernement de Tripoli fut largement remarqué et a permis d'établir une stratégie d'interdiction aérienne sur le front de Sirte. Ensuite viennent les 8 frégates classe Meko 200, résolument multi-rôles, leurs équipements les destinent tout de même à une dominante anti-sous-marine, amplifiée par la dotation en hélicoptère Seahawk. L'installation du système de combat Genesis permet à ce pool de frégates de conserver une crédibilité face à leurs consoeurs grecques. Elles sont appuyées en substance par une large flotte de patrouilleurs garnis en missiles anti-navires, permettant d'exploiter les années d'expérience en défense littorale des marins turcs. L'avenir de cette politique maritime repose maintenant sur 3 programmes. L'un assez élémentaire, le renouvellement des capacités de patrouille maritime par l'achat de 6 ATR-72 MPA auprès de la firme italienne Leonardo, qui ont d'ores et déjà été livrés. Les deux autres mobilisent plus de moyens. Tout d'abord le programme Milgem qui a vu la conception et la construction de 4 corvettes de la classe Ada, une simple étape qui a permis le développement des capacités industrielles comme la fourniture de missiles et de torpilles locales par les firmes Aselsan et Roketsan. La finalité étant la présentation en 2021 de la première frégate de classe Istanbul permettant de faire entrer la Turquie dans la génération des bâtiments centrés autour de VLS. Elle a d'ailleurs commencé ses essais à la mer il y a moins d'un mois, en juin 2023, et signe le début du renouvellement capacitaire pour les frégates en service, qui, il faut l'avouer, accusent le poids d'une intense activité et d'un rétrofit poussé à son maximum par l'industrie locale. Ensuite, bâtiment amiral vanté par le président Erdoğan lui-même, le navire d'assaut amphibie Anadolu. Produit sous licence Navantia, son rôle fut redéfini après la sortie du programme F-35 sous la présidence Trump. En l'état, l'objectif est d'en faire un porte-hélicoptère d'assaut pouvant mettre en œuvre la gamme des drones tactiques turcs. Cette perspective laisse entrevoir de nouvelles capacités expéditionnaires pour ces 27 000 tonnes de diplomatie anatolienne. Inaugurée en grande pompe, la fiabilité de ce porteur va se vivre désormais au gré des essais pour développer la navalisation des drones de l'industriel Baykar, avec notamment l'ambitieux TB3. Les drones TB2, Anka et Aksungur sont déjà utilisés pour démultiplier les capacités de patrouille maritime de l'imposant littoral turc, mais intégrés à une force maritime amphibie ayant la supériorité électronique et la domination aérienne due à la proximité du territoire national, certains rivaux stratégiques éprouveraient beaucoup de mal à repousser un assaut en bonne et due forme sur un archipel par exemple. Pour conclure, les forces navales turques maintiennent un rythme rapide de modernisation afin de suivre des concurrents très dépensiers comme l'Égypte. Elles ont permis de développer un tissu de firmes nationales autonomes en recherche et développement, mais déjà capables de traiter des contrats de modernisation comme celle du rétrofit des sous-marins pakistanais. Un développement d'une telle ampleur étalé sur plusieurs dizaines d'années pose désormais des interrogations sur la capacité de la nation turque à soutenir un tel effort, d'autant plus dans le contexte de grave crise monétaire qu'elle continue de traverser et des dernières annonces que le ministère de la Défense a délivrées. La construction d'un second porte-aéronef, voire même d'un porte-avions, le programme de chasseurs bombardiers de 5e génération ou encore la fabrication en série du char Altay. Toutes ces annonces ont partiellement été sécurisées par le résultat de la dernière élection présidentielle. Des événements exogènes pourront toujours intervenir.
à l'instar du risque sismique permanent que subit la population turque et nécessitant une réorientation des fonds publics. L'avantage naval de la Turquie s'imprimera donc dans cette décennie, mais sa survie reste dépendante de trop de facteurs extérieurs pour être considérée comme acquis. Si cette vidéo vous a plu, sachez que vous en trouverez environ une cinquantaine déjà en ligne sur la chaîne 100% défense de Terrabellum, appelée Defense Insider. Nous y couvrons toutes les nations et tous les théâtres. Le lien est bien évidemment en description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En 2023, vous êtes plus de 66% à regarder nos vidéos sans être abonné. En vous abonnant et en mettant un j'aime, cela aide YouTube à comprendre que vous appréciez ce contenu et vous permet d'être notifié des prochaines mises en ligne. De même, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour du contenu régulier ou encore achetez le dernier numéro de la revue. Merci et à la prochaine!